Alors bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Merci d'être là malgré la pluie, malgré les problèmes techniques de tram. Nous allons donc parler du livre de Corinne que certains d'entre vous connaissent et que d'autres moins. Donc on va évidemment en savoir davantage sur elle et sur ce thème qu'elle aborde dans ce livre, maîtriser l'art de convaincre sans manipuler. Et bien sûr, on va essayer toutes les deux de vous convaincre, sans aucune manipulation, d'en savoir plus sur ce thème et sur ce livre. Voilà, donc si vous le voulez bien, Corinne, d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors, j'ai une vie professionnelle assez riche et variée. J'ai eu une expérience pendant 2 ans de vendeur représentant placier entre 18 et 20 ans. Et après, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Donc, j'ai repris mes études pour passer le bac et que j'ai eu. Et très tôt, je me suis posé des questions sur le fonctionnement humain et les relations humaines. Et donc, j'ai fait psycho. Je me suis inscrite, c'est comme ça que je suis venue à Montpellier. Et j'ai fait une double licence de psychoclinique et de psychosocial parce que ça m'intéressait de voir un petit peu comment chacun se dépatouille avec son histoire et ce qu'il en fait. Et en même temps, comment chacun prend sa place dans la société, dans le monde, dans la famille, dans l'entreprise, bref, dans un groupe. C'est ça le cœur de la psychosociologie. Et donc, après, je suis allée jusqu'à la maîtrise de psychosociaux. Et en parallèle, j'ai fait une école de théâtre, à l'issue de laquelle, qui a duré 4 ans. Pourquoi une école de théâtre alors? Parce que j'ai toujours été passionnée par le théâtre. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'avec le théâtre, avec des mots, avec des intentions, on pouvait faire rire. Et donc, quand j'étais au collège, je me suis fait aider d'un prof de français. Et moi, j'ai ouvert un club de théâtre. Et lui, il me conseillait des textes, j'écrivais des sketchs. Pareil, j'ai refait la même chose au lycée. Et la première année de fac, j'avais pas de cours de théâtre et ça me manquait cruellement. Et donc, je me suis inscrite après. Et donc, pendant 4 ans, j'ai mené de front mes études à l'université et des études de théâtre. Et donc, au bout de ces 4 ans, l'un des professeurs principaux m'a dit, nous a choisi 4 d'entre nous pour monter une compagnie professionnelle, 2 hommes et 2 femmes. Chic. Donc, oui, c'est chouette. À l'époque, j'étais passionnée, j'ai dit oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis coach, mais à l'époque, on ne parlait pas de coaching, ça n'existait pas. On commençait éventuellement à peine à en parler aux États-Unis. On peut dire à peu près dans quelles années c'était tout ça ou... Entre 91 et 96, ce qui me fait 55 ans aujourd'hui. Voilà, je vous ai épargné de compter. Et donc, cette aventure théâtrale a duré 25 ans. Pas forcément avec cette compagnie, mais en tout, a duré 25 ans. Et au bout de quelques années, j'ai créé ma propre compagnie. Je me suis spécialisée dans le théâtre contemporain et le théâtre d'improvisation. Et aussi, j'étais actrice, j'ai eu des tournages, téléfilms, films, séries. Et c'était une aventure extraordinaire, je faisais des mises en scène aussi. Et donc là, si vous voulez, le mot, on jonglait avec les mots, autant dans comment on incarne aussi le mot, parce que c'est ça qui est important, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Le mot, c'est pas que juste le beau mot à dire au bon moment, c'est aussi comment je l'incarne, comment je suis crédible, comment je donne cette authenticité, je le suis et je le transparais, si je puis dire ça comme ça. Et le théâtre m'a beaucoup aidé à ça parce que quand j'ai commencé, évidemment, là vous me voyez, je suis super à l'aise, etc. Mais au début, je bégayais, je tournais le dos au public, j'étais hyper mal à l'aise. Et le théâtre m'a vraiment permis de me révéler. J'ai lu dans l'ouvrage que la peur de parler en public était similaire à la peur de la mort. Oui. Pour 75%. Vous pourriez nous expliquer, ouais. Alors ça, c'est dans le fonctionnement du cerveau humain. On s'est rendu compte, après plusieurs expériences justement en psychosociologie, que pour 75% de la population mondiale, pas que franco-française, mondiale, la peur de parler en public est équivalent à la peur de la mort par rapport à ce que ça nous fait comme stress en fait. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont pétrifiées à l'idée de parler en public. Et un public, ça peut être 5 personnes, 10, 300. Tout le monde n'a pas la même
il y en a qui me disent oh, jusqu'à 10 ça va, mais à partir de 15, d'autres jusqu'à 500, pas de problème. Enfin, et vu de ma fenêtre aujourd'hui, mon humble expérience, finalement, c'est pas le nombre de personnes qui change quelque chose. Parce que si on s'adresse, là vous êtes, je sais pas, une dizaine, quinzaine, ben, en fait, je vais m'adresser à vous de la même manière que si vous étiez 300. Mais dans notre tête, on se raconte une histoire qui fait que, comme si, quelque part, on multipliait notre angoisse ou notre inquiétude selon le nombre de personnes. Donc forcément, plus il y a de personnes, plus c'est anxiogène. Mais ce n'est pas une réalité, c'est juste un de nos biais cognitifs. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, à chaque chapitre, je parle d'un biais cognitif. On y reviendra, oui. C'est important de se rendre compte de ce qu'on est capable de s'auto-générer en soi, comme émotion limitante, pétrifiante. Mais en même temps, c'est le charme de l'être humain. Donc c'est là aussi où il est important. C'est pour ça que dans ce livre aussi, je parle je crée une notion qui s'appelle l'intraverbal, c'est-à-dire qu'est-ce que je me dis à l'intérieur, à moi-même, quand je parle aux autres ou quand j'agis. Si je me dis des phrases super stimulantes et enthousiasmantes et encourageantes, évidemment, c'est bête de le dire comme ça, mais la réalité c'est ça, c'est que je serai plus enthousiaste à faire les choses. Si j'arrête pas de me dire oh là là, mais pourquoi il me regarde de travers, oh là là, il me regarde avec insistance, qu'est-ce que j'ai, oh là là, mais faut pas que j'hésite, faut pas que je dise, faut pas que je regarde les gens dans les yeux, il faut que je regarde dans les yeux. Des fois, c'est le bazar avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme information sur Internet. On ne sait plus qui, quoi, comment, où. Et souvent, on est perdu, en fait. Donc, l'idée, c'était de rassembler un petit peu aussi à la fois des techniques et des conseils, mais éthiques. On y reviendra à cette notion d'éthique, si vous permettez. On va prendre les choses les unes après les autres. Donc, l'idée de ce livre, on comprend bien que votre vie professionnelle... Depuis le début, ça tourne autour des mots, de la présence sur scène, du charisme, de l'éloquence. Oui. Tous ces thèmes sont évidemment présents dans le livre, mais d'où est venue l'idée de faire ce livre-là? Vous en avez écrit d'autres, que vous avez amenés d'ailleurs. Oui, maîtriser l'art de la répartie, en professionnel et en tout public. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce livre-là? L'art de convaincre sans manipuler. Oui. Déjà, il vient après cela, parce que j'ai eu le plaisir d'être contactée par les éditions Le Duc grâce à mon blog. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas allée au bout, mais je suis consultante et coach en fait en éloquence, en leadership. Et donc, j'aime écrire et propager mes conseils par écrit. Et donc, ce livre, comment ça m'est venu? Parce qu'en fait, j'ai mis à peu près 4 ans pour l'écrire. Le 1er janvier 2021, je me suis dit, ben tiens, voilà, là ça fait un peu plus d'1 an que le premier est sorti, j'ai envie d'en écrire d'autres parce que j'ai encore des choses à dire par rapport à ce que j'observe. Et il a eu un gros succès d'ailleurs. Oui, mais ça fonctionne toujours, les deux. Merci d'ailleurs à l'univers et à ceux qui me l'achètent, accessoirement. En fait... évidemment, j'étais obligée de me limiter, même si on avait choisi avec l'éditeur de prendre pour la répartie la porte du développement personnel, parce que j'étais partie de l'hypothèse que si un lecteur estime ne pas avoir de répartie, il va avoir besoin de développer des choses en lui, de l'ordre de la confiance, de l'estime, etc. Et il faut savoir aussi peut-être comment ça marche un peu là-haut dans notre cerveau. Et donc, j'ai proposé qu'on soit à la fois sur le développement personnel et la communication. Et celui-là, en revanche, mais je ne peux pas tout dire. Forcément, il y a des choses que j'avais besoin de dire par rapport à ce que j'avais observé. Et donc, j'ai proposé de créer cet ouvrage à l'éditeur et ils m'ont dit oui tout de suite parce que justement, je prenais le contre-pied de la plupart des livres qui existent aujourd'hui, où malheureusement, peut-être vous l'avez remarqué, où malheureusement, très souvent, des livres qui concernent l'éloquence ou l'art de convaincre, ou en tout cas l'oralité ou même la communication orale, en fait, il y a des techniques et des conseils qui sont donnés qui sont en réalité des actes manipulatoires. Personnellement, ça me gêne beaucoup. Parce que ceux qui ne le savent pas, qu'on peut faire autrement, quand on découvre, c'est comme un enfant, quand on ne lui dit jamais qu'il ne faut pas aller de par là parce que c'est pas le bon chemin, il va y aller quand même. Bon, si vous me permettez, c'est pas que j'infantilise, mais quand on découvre, on ne sait pas.
Et donc ça me dérangeait aussi d'entendre souvent, principalement avec l'influence de nos politiciens nationaux, pas forcément locaux, mais nationaux, que l'éloquence et les beaux-parleurs, c'est souvent des manipulateurs. Et j'avais envie un petit peu de malaxer tout ça, toutes ces observations, tout ce que j'entendais et ce que je distillais aussi comme conseil à mes clients que j'accompagnais, et en faire un ouvrage très pragmatique, pratico-pratique. C'est pour ça qu'il y a des exercices dedans, des jeux, pour que vraiment le lecteur il s'implique et qu'il en ressorte grandi. En fait, c'est pas un ouvrage théorique et universitaire, c'est vraiment un ouvrage de terrain, si je puis dire, je sais pas. Alors justement, avant d'aborder le fond, on va parler de la forme de ce livre, parce qu'il est vraiment très structuré, avec 2 parties. Vous m'avez dit, quand on s'est parlé avant cet entretien, que c'est comme s'il y avait 2 livres. Oui. Effectivement, c'est comme s'il y avait 2 livres. Une première partie qui est vraiment qui présente, qui pose les choses de façon un peu théorique, et à la fin de chacun des chapitres, il y a ce que vous appelez des aérations, oui. Donc des contes, des citations, des histoires d'en rire, des choses qui nous permettent de faire un pas de côté et de creuser les choses par le jeu ou par l'imaginaire. Et puis dans la seconde partie, qui elle est très concrète, qui introduit la vie privée, la vie professionnelle, le fait de parler en public, ce qu'on fait toutes les deux en ce moment, la politique et le numérique. Oui, parce qu'il y a un thème, convaincre en public, convaincre en vie privée. Voilà. Vous abordez des choses de façon très concrète, par chapitre, et à la fin de chacun des chapitres, il y a là un aspect théorique. Oui. Enfin, ça fourmille de choses qui peuvent nous être très utiles, y compris des choses, et c'est ça que je voudrais d'abord vous demander, y compris des choses que vous avez tirées de votre formation de comédienne, des livres que vous nous recommandez, qui sont, vous allez nous dire par exemple celui de Louis Jouvet, celui de, attendez, j'ai un trou de mémoire, mais je parle de Schopenhauer aussi, de Schopenhauer, les 38 stratagèmes. Ce que je voulais vous demander, c'est ces livres, ils ont pour thème la rhétorique, l'éloquence, l'arc narratif, le récit, etc. Pourquoi avoir voulu en parler dans ce livre qui est consacré à l'art de convaincre, alors qu'on pourrait imaginer que ce sont des livres qui sont plutôt destinés à des artistes, à des comédiens, à des gens qui écrivent. Ça m'a beaucoup intéressée, puisqu'en fait, ils sont très intéressants. En fait, j'ai choisi ces livres qui n'étaient pas forcément connus du grand public, parce que je les trouve très pertinents, et justement pour tout le monde. J'en propose, par exemple, la dramaturgie de Yves Lavandier, qui est pour tous ceux qui aiment écrire, mais aussi inventer des histoires ou se nourrir de notre imaginaire, puisqu'on a tous un imaginaire, même si on ne le stimule pas. Mais aussi pour quelque part combattre un petit peu des préjugés, par exemple les 38 stratagèmes de Schopenhauer, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les débats politiques, qui en fait Arthur Schopenhauer, du XIXe siècle, était un métaphysicien et a écrit ce petit livre de 38 stratagèmes, au départ un peu comme un pied de nez justement à ceux qui manipulaient. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait un outil pour mieux manipuler les gens, en fait. Parce que ces 38 stratagèmes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en fait, c'est par exemple, l'un d'entre eux, c'est prendre un mot de ce que dit notre adversaire. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé. On les retrouve tous dans les débats politiques. Et en fait, le sortir de ce contexte, le mot est finalement ridiculisé par une argumentaire bien construit. Le propos qui vient d'être dit. Et donc aujourd'hui, moi ça me fait quelque part mal au cœur qu'on utilise ce livre pour ça, parce qu'il était fait au départ pour le dénoncer en fait, ces stratagèmes. Il les a rassemblés en un ouvrage qui aujourd'hui est utilisé finalement à l'encontre des uns et des autres, mais de manière parfois perfide. Et voilà. Et c'est tout ça, pour toutes ces raisons, pour éduquer quelque part et aller dans l'apprentissage du lecteur, que j'ai voulu aller tout azimut
dans des livres qui me paraissaient pertinents sur ce sujet. Et ils sont particulièrement, j'ai commencé à les regarder, ils sont particulièrement pertinents et vraiment c'est une des richesses de ce livre, de nous aiguiller comme ça vers d'autres ouvrages. Et oui, parce que pour aller plus loin. Là aussi, en France, souvent, si vous regardez bien, chaque auteur, on a l'impression qu'il cite rarement, bon, c'est en train de devenir dans les nouvelles générations, mais pendant des années, on aurait dit que l'auteur était comme ça, comme sorti d'une génération spontanée, et qu'il avait eu l'idée tout seul. Ben non, on est tous le fruit d'une histoire avec un grand H qui a vécu avant nous, des gens qui ont vécu avant nous, qui ont pensé, ils sont exprimés avant nous. Moi, j'ai aucune prétention. Ça m'a paru intéressant de rassembler là des choses que je connaissais d'ailleurs, des fruits aussi de mon humble réflexion. Mais c'est pour ça qu'il est important aussi de citer d'autres choses qui existent en fait, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors, en fait, cet ouvrage, il me semble être autant formateur pour qu'on puisse améliorer, maîtriser notre art de convaincre sans manipuler, autant que de se prémunir, comme vous venez de le dire dans ces 38 stratagèmes, se prémunir de ceux qui tentent de nous manipuler. Voilà, c'était aussi mon intention. Parce que je me suis dit, le lecteur, dans sa dynamique de découverte, il est important aussi qu'il se rende compte, lui, comment on peut se servir de lui ou le manipuler, ou potentiellement, si ça lui arrive, de le faire sans s'en rendre compte. Et bien, c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre entier aussi à comment faire face aux tentatives de manipulation, où j'ai mis un test pour que le lecteur aussi puisse mieux se comprendre, mieux comprendre les propos de l'autre, comment on peut activer les leviers de culpabilité, d'intimidation, de flatterie, enfin, tout ça à des fins manipulatoires. Je ne suis pas en train de dire que dès qu'on flatte, on est manipulé, hein. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des manières de faire, des manières d'exprimer quelque chose pour certaines personnes, et on se rend compte que c'est pour nous influencer ou se servir de nos compétences ou se servir de nous. En fait, c'est pas notre intérêt, c'est au leur. Et la vraie manipulation, c'est ça, attention, je le précise aussi, c'est quelqu'un qui nous fait faire quelque chose pour son intérêt à lui. Alors, tout au long de l'ouvrage, avant qu'on aborde le fond, j'aimerais souligner qu'il y a une attention portée aux biais cognitifs qui sont décryptés de façon très, très accessible et qui permettent de comprendre tous ces travers, tous ces filtres que les communications, qu'on peut utiliser, sur lesquels on peut s'appuyer pour nous manipuler. Et il y a vraiment un décryptage de ces biais cognitifs, le biais, je ne sais pas si vous pouvez nous en citer, le biais de culpabilité. Je peux en citer quelques-uns, oui. Je me permets juste, en fait, je me rends compte que je tourne toujours la tête. Donc, est-ce que tu peux peut-être la déplacer, la mettre là-bas, la caméra? Voilà, juste ça, pardon. On est en direct, merci. Alors, oui, parce que je ne sais pas si, mesdames et messieurs, vous avez entendu parler des biais cognitifs. En fait, ça agit comme des filtres dans notre cerveau qui vont biaiser, c'est pour ça que j'ai appelé ces petits paragraphes, ces rubriques, les biais biaisants, parce qu'ils vont agir comme des filtres qui vont, vous savez, quand on met des lunettes de soleil, on voit la nature et la vie selon la couleur de nos verres, on est d'accord là-dessus? Mais en fait, les biais cognitifs, c'est pareil, en fonction, par exemple, il existe le biais le plus répandu et le plus stimulé, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est lui qui nous fait aller vers les gens, par exemple, qui pensent comme nous. Parce que c'est plus confortable intellectuellement. Lui, notre cerveau, il nous économise, c'est notre ami. Donc il va faire en sorte de nous préserver, entre le reptilien, le limbique et le néocortex. Tout ça bosse ensemble pour nous préserver, pour nous prémunir. Donc,
il va nous faire des économies cognitives. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à aller toujours vers les gens qui pensent comme nous, les gens qui peut-être aiment les mêmes choses que nous. Et alors que, pour s'enrichir, en réalité, il est intéressant de se frotter aussi à des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est ça la culture, c'est ça la diversité aussi. Et on peut être d'accord pour ne pas être d'accord. Dans l'absolu, c'est pas grave. Mais là où c'est important aussi, c'est quand on doit convaincre. Voilà. Donc là, on revient au sujet. Où l'autre utilise potentiellement, de manière volontaire ou pas, les biais cognitifs pour tenter de nous convaincre. Mais à ce moment-là, il ne nous convainc pas, il nous manipule. Voilà. Je retourne sur mes pattes. Donc, sur le fond, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous définir ce que veut dire convaincre? Parce que c'est quand même l'essentiel de bien comprendre ce que veut dire ce mot-là. Ah oui, merci cette question. Merci parce que pour moi, c'est le cœur du cœur du cœur de l'ouvrage et même du déclic pour lequel je l'ai écrit. C'est-à-dire que, je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, de ce que j'ai observé, etc. Et je me suis rendu compte qu'entre convaincre et persuader, voilà, globalement, ça n'avait pas forcément bonne presse aujourd'hui. Et je me suis dit, mais si, je suis sûre qu'on peut communiquer de façon éthique et amener à convaincre de façon éthique. Et d'être dans une sorte comme une danse, une conciliation, enfin en tout cas un accord commun. Et je suis allée voir la définition, tout simplement, de convaincre. Et là, j'ai bu du petit lait. J'ai bu du petit lait parce que, bon évidemment j'ai fouillé un peu, j'ai cherché, et je me suis rendu compte que convaincre venait du latin convincere, qui veut dire vaincre avec. Donc, vaincre ensemble. Et à partir de là, j'en ai des frissons, vous voyez. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bon, ça me déroule le tapis, quelque part j'ai ma porte d'entrée pour me sentir moi-même légitime pour écrire ce livre parce que j'ai trouvé mon fil d'Ariane. Et justement, aujourd'hui, si vous regardez la plupart des personnes qui essayent de convaincre, ils ne sont pas dans le avec, ils sont souvent dans le contre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est ça qui, je trouve, dommageable. Donc, à partir de ce déclic que vous avez eu, et de votre objectif de présenter une façon de convaincre sans manipuler, qu'est-ce qui a guidé, quel est le message essentiel que vous pourriez nous donner sur la façon dont on peut aborder la communication sans manipuler? Qu'est-ce qui vous semble le plus important de connaître pour maîtriser l'art de convaincre sans manipuler? Déjà, la première chose, c'est, donc on reboucle avec cette histoire d'intraverbal dont je parlais tout à l'heure, c'est comme mon intention. Par exemple, je veux te convaincre de mettre une mini-jupe pour aller en boîte ce soir, admettons. Là, c'est pas de la manipulation puisque j'y ai pas d'intérêt a priori, mais bon, admettons. Je prends cet exemple, excusez-moi. C'est un exemple comme un autre. Je prends en fonction de ce qui me vient. Ce qui est important, c'est quelle est mon intention. Qu'est-ce qui se passe avant que j'ouvre la bouche pour communiquer? Pourquoi je veux la convaincre et de quoi? Et l'idée, c'est vraiment de se rendre compte, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, d'être plutôt dans une démarche de chercher la coopération. Et aujourd'hui, souvent, vous avez peut-être remarqué, même entre amis, en famille, même parfois dans le couple, quand on communique, c'est souvent l'un qui va avoir l'ascendant sur l'autre. Vous avez remarqué? Peut-être. On est souvent dans l'opposition, malheureusement. On communique rarement pour échanger, pour le plaisir d'échanger. Souvent, on communique pour avoir raison. Et donc, par ce biais-là, si je veux absolument avoir raison et la convaincre que j'ai raison, je vais utiliser des stratagèmes, pas toujours éthiques. Alors que si je voudrais te convaincre de mettre ta mini-jupe parce que je te trouve très jolie et que j'ai rien à y gagner moi, mais que je te trouve très jolie, je vais t'expliquer, je vais t'argumenter pourquoi tu es jolie en mini-jupe en fait. Mais après, elle a son libre arbitre, évidemment. Elle a toujours le droit de dire non. Je ne vais pas utiliser et activer des leviers de culpabilisation, d'intimidation ou je ne sais quoi pour que moi je décide, sauf si je considère que c'est ma marionnette et que je fais ce que je veux avec elle. Alors là, pour le coup, là on est dans la perversion narcissique, on a autre chose. Alors je vais extrapoler, on est d'accord?
On parle librement. Hein. Pour obtenir cette coopération, ce qui fait... enfin, vous parlez souvent dans ce livre de la façon dont on doit d'abord et avant tout analyser nos besoins à nous et les besoins de la personne en face. Oui. D'être dans une écoute des besoins de l'un et de l'autre. Oui, et ça, c'est parce que j'ai eu le plaisir d'être formée à la communication non violente, directement par le fondateur Rodenberg en 97 à Londres. Et donc, c'est ce qui m'avait choqué à l'époque et puis qui m'a marqué depuis, c'est cette notion d'être en conscience et en connexion et en accord avec notre ou nos besoins. Parce qu'on est culturellement, on n'est pas habitué à ça. On va souvent être dans le reproche. Tu as fait ci, tu as fait ça, ou tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais on n'est pas dans le jugement. Justement, donc on n'est pas dans la coopération. Là, pour le coup, c'est une autre manière d'être dans l'opposition. Et on n'est pas... C'est plus simple, en fait, on n'est pas en accord avec nos besoins, même pas conscience. Et donc, en réalité, quand on communique, c'est en réalité plus simple et plus doux et plus bienveillant de dire « j'ai besoin que tu me fasses un câlin », plutôt que de dire « pourquoi tu ne me fais jamais de câlin ?» On n'est pas... Alors évidemment, en plus, il y a un ton qui va avec, forcément, quand on est dans le reproche. Et alors, si je suis en accord et en conscience de mes besoins, j'ai besoin que tu me fasses un câlin. Est-ce que c'est possible pour toi? C'est pas possible pour toi, c'est pas grave, je vais voir quelqu'un d'autre, mais moi j'ai besoin d'un câlin. Ça, c'est mon besoin. Bon, excusez-moi, je donne des exemples... Donc, la communication non violente, c'est une des façons d'aller vers cette communication éthique. Du besoin. C'est surtout quelque chose qui nous fait prendre conscience de nos besoins. Et Marshall Rosenberg a créé un outil qui s'appelle OSBD, qui est extraordinaire, qui s'appelle OSBD, Observation, Sentiment, Besoin, Demande. C'est-à-dire que dans le quotidien, en France et même ailleurs, hein, on observe, on juge. Vous avez sans doute remarqué. On observe, on juge. Ou on est observé, on est jugé. Hein. Ça marche dans les deux sens, évidemment, malheureusement. Et donc, M. Rosenberg, donc fondateur de la communication non violente, a ajouté 2 étapes entre les deux. On observe, et donc le S de ESBD, le S c'est sentiment, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, ce que j'observe. Et en fonction de ce que ça me fait, je prends conscience de mon besoin. Et en fonction de mon besoin, j'émets ma demande, ou j'exprime ce que j'ai exprimé. Pas toujours des demandes, hein, mais voilà. Mais c'est souvent pour combler un besoin ou un manque, il y a souvent une demande. Et donc dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on parle de communication non violente, parce que vous savez très bien que les mots peuvent être très violents, mais on parle aussi de communication bienveillante, parce que c'est de la bienveillance autant envers soi qu'envers l'autre, de parler plutôt de ses besoins à soi, plutôt que dans le reproche. Là, c'est une partie de ce qui peut nous amener à être justement dans une certaine éthique, mais là, on est plus dans la sérénité que dans l'éthique, en étant en accord avec nos besoins. Vous voyez ? Alors, ça serait quoi la communication éthique alors ? La communication éthique, alors, je me permettrai de faire une petite parenthèse avant de répondre. Je me suis rendu compte, encore une fois, de ma fenêtre, que souvent, dans le quotidien, on confondait la morale et l'éthique. La morale, c'est quelque chose de très rigide, très cadré, très rigide et qui vient de l'extérieur. C'est bien, c'est pas bien. Je t'adoube, je t'adoube pas. C'est bon, c'est pas bon. Tu fais bien, tu fais mal. Donc il y a beaucoup de jugements justement qui estampillent avec la morale. Or, l'éthique, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est une estimation qu'on fait des choses avec notre vécu, les valeurs qui nous animent, la relation, la qualité de la relation qu'on a envie d'avoir avec l'autre ou avec les autres. On n'est pas du tout dans la même notion en fait. Bien sûr, la morale est nécessaire, hein, parce qu'on voit bien déjà ce qui se passe dans le monde alors que ça existe. Si ça n'existait pas, bon, on ne peut même pas imaginer. Toutefois, c'est très différent. Et ça, je tenais à le préciser avant de répondre. Donc, la communication éthique, c'est justement, est-ce que je suis OK avec ce que je suis en train de dire à la personne ? Par exemple, je fais un reproche. Est-ce que ça me fait du bien de faire ce reproche ? Si dans l'absolu, ça me fait du bien, ben, je suis, à titre individuel, dans une communication éthique. Mais on est d'accord, c'est rarement le cas. Et rarement on se rend compte de ça. Et on est les premiers à souvent, quelque part,
être dans l'alimentation de quelque chose de nocif déjà pour soi. Et on se rend compte aussi, si on est un peu conscient de nos pensées et de ce qui s'agite en nous et de ce qui s'anime en nous, qu'on est les premiers à accepter des pensées qui nous font du mal. Et ça, c'est pas non plus éthique, c'est pas de l'auto-éthique non plus. Vous voyez ce que je veux dire, si je peux me permettre d'utiliser ce mot. Donc, soyons conscients de ce qui se passe en nous, de nos besoins, et à partir de là, je m'appuierai là-dessus pour communiquer avec l'autre. Alors, et de le convaincre, donc je reboucle avec votre question, mais le convaincre de quoi? Et là, on va boucler avec votre question aussi de tout à l'heure. Pourquoi j'ai besoin de convaincre et de quoi? Ça, c'est des grandes questions. Parce que vous avez peut-être aussi remarqué que des fois, on se trompe. Au lieu d'éclairer, on brille. Mais briller, c'est l'ego. Hein? Je peux tellement avoir besoin de briller que j'éblouis les autres. C'est le conte de la petite étincelle. Voilà, exactement. Bien. Et le but, c'est, si on est vraiment dans une posture éthique, c'est d'être plutôt comme un phare et d'éclairer les autres de par ce qu'on a compris ou par ce qu'on dit. Et là, éventuellement, on sera dans une dynamique de convaincre, mais avec éthique, parce qu'on le fait avec conviction. On le fait de là où nous, on est nous-mêmes convaincus d'avoir compris, encore une fois, avec une certaine humilité, hein, des choses. Alors, on a bien compris que votre credo, c'était le fait de convaincre, de vaincre ensemble, oui. De s'appuyer sur nos besoins, de connaître nos besoins, être à l'écoute de ceux qui est en face de nous. Et il y a tout un chapitre sur la confiance en soi, et oui, qui est très éclairant, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur ça, mais je l'ai trouvé particulièrement éclairant. Merci. Parce que, pour résumer, je dirais que ce serait aussi une incitation à sortir de notre zone de confort pour bâtir petit à petit notre confiance en soi. Et oui, parce que si j'ai consacré un chapitre dans ce livre à la confiance en soi, si vous regardez, qui est juste après le chapitre sur comment faire face aux tentatives de manipulation. C'est parce qu'une fois qu'on s'est rendu compte, qu'on a fait le test, qu'on s'est rendu compte quelles sont nos sensibilités ou nos fragilités potentiellement face à la manipulation, eh bien, je vais faire en sorte de regonfler un peu ma confiance. Et les conseils que je donne dans celui-là, sur le chapitre sur la confiance, sont très différents de ceux que je donne dans celui-là sur la confiance aussi, parce qu'il y a un chapitre aussi sur la confiance et sur l'estime. Et évidemment, par la moindre des politesses, je donne des conseils différents dans chacun de mes livres. Je tiens à le préciser. J'imagine qu'il y a des passerelles. Oui, mais c'est très différent. Ben, la passerelle, des points communs. Il y a des points communs de thème, qui est la posture et la relation à l'autre et la relation à soi. Mais j'y tiens à ce que ce soit vraiment des choses différentes qui soient distillées. Et donc, dans ce chapitre sur la confiance, ben, j'explique en fait comment elle se construit, la confiance, qui s'appelle d'ailleurs bâtir sa confiance, une confiance solide. Comment ça se construit, comment on peut aussi, à titre individuel, être dans cette dynamique-là et être, pas autonome, mais en tout cas acteur de construire sa propre confiance. Parce qu'on peut compter sur les autres pour nous faire baisser le niveau de confiance. Mais il est important aussi qu'on compte sur soi pour se la redorer un peu cette confiance, si je puis dire. Alors, à la fin de cette première partie, il y a une charte. Oui. Parce que, et à la fin de la seconde aussi, d'ailleurs. Oui. Qui reprend les grands principes qu'on peut appliquer pour ne pas être dans la manipulation et ne pas le subir non plus. Et pas la subir. Oui, voilà. Si vous remarquez, je me suis inspirée de Socrate pour cette charte, et pour les deux d'ailleurs. Parce que Socrate, c'est le créateur de la maïeutique. Et la maïeutique, c'est ça qu'on appelait la coucheur des esprits. C'est lui, son grand dada, c'était par une série de questions, tu amènes le disciple à sa propre conclusion. Alors bien sûr, la Grèce antique, on parlait de disciple. Aujourd'hui, malheureusement, c'est presque un gros mot, alors que c'est magnifique
d'être dans la transmission. C'est l'art de faire accoucher en fait, voilà, l'essentiel. c'est ça. Et je distille aussi ce conseil tout au long du livre, dans mes livres d'ailleurs, c'est comment utiliser cet outil question. Parce que c'est un outil en réalité. C'est un outil de communication extraordinaire. La question, c'est à quel moment je pose des questions à l'autre? Est-ce que j'en pose? J'en pose pas, jamais. Moi, je trouve qu'on ne se pose pas assez de questions dans le quotidien. Je trouve ça terrible. J'observe des gens qui ne se posent jamais de questions. Je croise des gens qui ne me posent jamais de questions. Et même si moi, je leur en pose régulièrement, on pourrait se dire, bon, au bout d'un moment, ils vont faire miroir. Eh ben non. Eh ben non. C'est fascinant. Et fascinant. Et donc, si vous voulez, le quotidien, pour moi, est un magnifique terrain de jeu et d'observation, surtout parce que je trouve que, voilà, pourtant, c'est pas grand-chose de se poser une question. Et le seul risque qu'on a dans ces cas-là, c'est d'avoir une réponse. Et la réponse qu'on obtiendra nous donnera des informations sur l'état de l'autre, sur l'état de la relation, sur différentes choses. Et déjà, on pourra voir s'il est convaincu ou pas. Pour reboucler avec le thème. Alors, donc, dans cet ouvrage, il y a aussi une partie pratique, comme je disais, oui. Et avec des choses très concrètes. Par exemple, dans la partie convaincre dans sa vie privée, oui. Concernant les enfants, oui. Il y a évidemment cette partie exemplarité qui est très importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ça me semble important en tant qu'adulte. Pas qu'avec les enfants d'ailleurs, oui. En politique. Exactement. Après, la valeur exemplarité, on n'est pas tous porteurs de cette valeur-là, mais il me semble quand même essentiel de se rendre compte que, par exemple, aujourd'hui, on reproche beaucoup aux jeunes d'être sur les écrans. Ça, on l'entend partout, tout le temps. C'est devenu presque obsessionnel. Parce que presque un ado ou un enfant n'a pas à avoir de téléphone, mais un ado, dès qu'il touche le téléphone, il dit ah, bon. Alors que, si on regarde bien, qu'est-ce qu'ils font les parents? Est-ce qu'on peut imaginer que les parents ne sont jamais sur leur téléphone quand ils sont chez eux? Alors qu'on le voit même dans la rue, il y en a qui marchent en lisant leur téléphone. Donc, c'est un exemple qui me vient spontanément par rapport à justement ce thème que vous avez évoqué de la vie privée. Je saurais, en tant que parent, d'autant plus crédible, parce que mesdames et messieurs, vous conviendrez que si je veux convaincre, il faut d'abord que je sois crédible. Ça, c'est la première des choses. Si je ne suis pas crédible, ce n'est pas la peine que j'essaie de me fatiguer, de convaincre de quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Donc pour être crédible, si je garde mon exemple, si je veux que mon ado regarde moins son téléphone, ou son écran d'ordi, si c'est plus le téléphone, où j'en suis moi de ça, de cet usage-là. Et est-ce que je montre l'exemple à mes enfants et mes ados d'avoir, si je leur dis mais il faudrait que tu lises, mais qu'ils ne me voient jamais avec un livre à la main, est-ce que je donne l'exemple? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je peux les convaincre ou pas? Et je donne l'exemple aussi de, vous savez, vous avez tous eu des enfants peut-être, il y a ce qu'on appelle le terrible two en psychologie, c'est l'enfant quand il a 2 ans, il ne maîtrise pas encore tout à fait le langage, mais par contre il a plein d'émotions. Et on l'appelle le terrible two, cette période-là, parce que c'est une période où l'enfant, il fait beaucoup de caprices, il est très très en colère, il est très exigeant, et même il peut amener à taper les parents ou ses frères et sœurs, ou même à l'école, parce qu'il déborde d'émotions. Déjà, c'est parce qu'il n'a pas les mots pour le dire, donc déjà ça l'agace. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que souvent, et là je reboucle avec votre question, l'exemplarité, au-delà du livre et du téléphone, souvent, que ce soit le personnel encadrant ou les parents, on les engueule, on leur hurle dessus en leur disant de se calmer. Moi, ça m'interpelle. Alors, bien sûr, je ne dis pas que je suis moi-même maman, je ne dis pas que c'est facile, mais il est important d'être attentif. Est-ce que je peux lui parler calmement, en lui expliquant peut-être que ce qu'il a fait, c'est pas correct? En tout cas, c'est pas comme ça, ça ne correspond pas aux valeurs que j'ai envie de lui transmettre. Et est-ce que ce ne serait pas plus efficace que
je trouve un moyen, moi, de me calmer et de lui parler calmement pour lui demander de se calmer. Quelque part, être la preuve par l'exemple qu'on peut faire autrement. Et trouver des rituels, ce que je propose dans le livre, pour rester sur les enfants, pour qu'ils se calment. Et là aussi, on est dans une démarche de convaincre, mais déjà avec les actes. Selon moi, on ne convainc pas qu'avec les mots, sinon on reste des beaux parleurs. Alors justement, avant, puisque le temps file, Oui. avant qu'on ne passe aux questions avec vous, il y a 2 thèmes que j'aimerais aborder avec vous qui m'ont là aussi beaucoup intéressé. Il y a bien entendu convaincre en public, et puis le thème du digital. Oui. Alors, convaincre en public, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous donner envie d'en savoir plus dans ce livre? Ce que j'ai retenu moi, c'est que convaincre en public, c'est pas simplement bien sûr des mots, c'est un corps, c'est une entièreté de soi qui est à l'œuvre quand on est devant un public. Bon, votre passé de comédienne vous a grandement préparé à ça, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous permettre d'avoir juste une accroche sur ce thème-là? En fait, comme on dit tout à l'heure, la plupart des gens ont la trouille, et il me permettrait d'utiliser ce mot parce que c'est vraiment la trouille au ventre de parler en public, d'accord? Pour les raisons qu'on a évoquées. Et donc, on a le trac. Le trac, c'est une peur liée à un événement futur. Okay, ça crée un stress, certes, mais le vrai mot, c'est le trac. Et le trac, ça nous prend les tripes, ça nous prend... C'est pour ça que souvent, on a des symptômes organiques quand on a le trac. Et quand on doit prendre la parole en public, on est complètement bloqué là-dedans, dans ce trac. Et ça mouline. Des fois, ça nous empêche de dormir, la veille, etc. Et en fait, quand on prend la parole, on ne reste que coincé dans ce trac-là. Et dans cette trouille, et je peux en parler d'autant plus que je vous assure que les premiers temps que je prenais la parole en tant que comédienne, j'avais une trouille bleue jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais la capacité de faire rire. Je dis, ah tiens, ça m'a fait du bien. Mais l'idée, c'est, à un moment donné, voyez, d'être congruent. La congruence, je me permets de me lever parce que je vais être la preuve par l'exemple. La congruence, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on montre. Et le plus souvent, quand on a la trouille de parler en public, justement, on n'est pas congruent parce qu'on a ce masque de trac qui nous fige. Vous l'avez tous senti, ça. Et donc, on est complètement bloqué de ce masque-là. Et donc, on n'est pas congruent parce que on est là en disant bon, bonjour, on va passer un très bon moment ensemble. Vous allez voir, on va s'éclater. Ça va être vraiment formidable. Et vraiment, je suis extrêmement heureuse d'être là et je suis très, très à l'aise avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'est formidable. Bon, ça vous fait rire parce que vous comprenez que c'est du 3e degré ce que je dis là, mais on est d'accord qu'il y a des fois, on regarde des personnes, et alors là c'est un exemple comme un autre, mais on n'est pas convaincu par ce qu'elles disent, déjà parce qu'on a l'impression qu'elles parlent qu'à elles-mêmes, ou parce qu'elles sont complètement figées dans quelque chose, alors que si on est avec l'autre dans sa prise de parole, déjà, c'est qu'on est légitime d'être là. Sinon, pourquoi on prendrait la parole en public si on n'avait rien à dire? Donc déjà, c'est ça qu'il faut se raconter aussi. Je suis légitime d'être là. Et donc, je serai un peu plus à l'aise dans mon corps si je me sens légitime. Et à ce moment-là, mon corps, il va incarner aussi mon message. Et mon corps, il va s'assouplir. Il va aussi me confirmer ce que ma bouche dit. Et à ce moment-là, le corps, le langage du corps, c'est le corps évidemment, les mains, tout. Mais c'est aussi les yeux. Donc tout à l'heure, dans le premier round, vous voyez, je regardais par terre volontairement, je n'osais pas faire face parce que j'étais pas à l'aise. Mais si je m'appuie, comme je le fais depuis tout à l'heure, sur vos regards, sur votre présence, vous, c'est quelque part impliquant pour vous, parce que du coup, si j'existe pour vous, si vous existez pour moi, vous aurez encore plus envie de m'écouter. Que si je parle que pour moi, ou je ne vous regarde jamais, ou que vous ne comprenez pas ce que je dis, ou que j'utilise un jargon hyper compliqué. Voilà. Et ça, c'était pour moi important aussi dans le livre, je le précise, je me rassois. J'espère que l'exemple était éloquent. Tout le long, en fait, je me suis vraiment projetée pour parler à un lecteur. Je ne suis pas restée dans mes convictions, je l'ai vraiment pour le partager, parce que pour moi, la transmission est quelque chose d'extraordinaire et très important. Oui, il y a plein d'exemples
d'orateurs, vous Oui. détaillez des styles d'orateurs Oui, dans lesquels on peut tous exactement. Pour que chacun, prendre, pour que chaque lecteur comprenne aussi quel est son style à lui. Parce qu'il y a de très bons orateurs qui sont des introvertis et des gens très sobres, comme Steve Jobs par exemple. Et il y a des orateurs extraordinaires. Bon, il y a Jacques Brel qui me vient, c'était pas un orateur, mais bon, c'était un conteur d'histoire. Rien qu'on le voyait apparaître, il racontait déjà une histoire. Donc, et ce qui est important aussi, et ce que j'ai vraiment voulu distiller pour les lecteurs, et donc si vous pouvez repartir aujourd'hui avec une seule information, c'est celle-là, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise personnalité, une bonne ou une mauvaise posture pour être convaincant ou éloquent, ou prendre la parole en public. il n'y a pas de recette. Non, il est surtout important d'être super à l'aise avec nous, qui on est, notre valeur ajoutée potentielle, c'est-à-dire notre vécu fait que nous sommes tous différents, et en même temps nous sommes tous pareils parce que nous sommes équipés des mêmes choses dans notre cerveau. Donc c'est là où c'est fascinant, extraordinaire, et en même temps hyper compliqué. Mais la première des choses, c'est je suis légitime, je suis à ma place, et je vais transmettre à ces gens qui sont en face de moi mes convictions, mon message, mes informations, mon expertise, mes techniques, j'en sais rien, tout dépend de la raison pour laquelle vous prenez la parole en public. Et on va passer un bon moment ensemble. Là aussi, ils ne sont pas contre nous. Souvent, en fait, ce qui se passe, ça c'est aussi notre biais, ça s'appelle le biais d'engagement, en fait, notre cerveau utilise le public comme une loupe grossissante de nos peurs. Si je suis convaincue que je ne suis pas à la hauteur, plus il y aura de monde, plus je serai convaincue que je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une loupe grossissante de nos travers, de nos peurs, de nous-mêmes. Donc plus on sera à l'aise avec soi, plus on sera à l'aise avec le public. Et puis finalement, tout ça, c'est pas grave. En vrai, même si on disait au début que la peur de parler en public est la même peur que la mort, en vrai, non, on a juste le risque de passer un bon moment ensemble, en fait. C'est tout, quel que soit le contexte. Alors, je voudrais quand même qu'on aborde ce thème du digital et du numérique parce qu'il est vraiment très important, oui. Surtout pour se prémunir oui. Des tentatives et des réalisations même de manipulation sur les réseaux sociaux. Dans le marketing digital. Donc, ça intéresse beaucoup évidemment les journalistes, les communicants. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de communicants et de journalistes qui soient là parce qu'il y a vraiment des principes de base qu'on doit connaître et appliquer sur évidemment la vérification des sources, le fait de répondre sans alimenter la polémique, le fait de ne pas nourrir tout ce processus. On le voit bien sur Facebook. De prendre la parole de manière constructive, engager un dialogue ouvert et respectueux. Enfin, il y a plein de choses. Et surtout, comment réagir face à ce genre de situation. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est que vous donnez des exemples de ce qu'il faut éviter de faire et de ce qu'il faut privilégier. Et c'est très éclairant pour quand on repère une fake news, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce qu'il faut privilégier, etc. etc. Bon, et puis inciter celui qui la publie ou celui qui commente à réfléchir aussi sur est-ce qu'il a vérifié, plus là-dedans que dans le reproche ou l'alimentation effectivement des polémiques. Et donc pour faire le lien entre le thème de l'ouvrage et le fait d'éviter d'être influencé, puisque c'est... Oui, d'ailleurs il y a un métier nouveau, influenceur, donc pour moi c'est un truc, on touche les étoiles là, de façon ironique évidemment. Donc là, c'est une des questions qui a été posée avant même que ça commence, mais oui. Donc j'aimerais bien qu'on puisse répondre à cette question. Bien sûr, et peut-être même à d'autres. Et d'autres. Donc si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, est-ce qu'il est vraiment possible de communiquer sans manipuler ? Non, c'était pas tout à fait ça, on va lui laisser la reposer. Alors, si vous voulez bien. Peut-être qu'elle a plus de sens. C'est pour ça que je vous avais dit, vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit écoutez-nous avant, et c'est intéressant d'ailleurs. Non, j'avais posé la question, est-ce qu'on peut convaincre dans tous les domaines Non, si on ne s'y connaît pas dans un domaine. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors, si on ne maîtrise pas... voilà, donc est-ce que c'est une question pratique ou une question théorique ? Parce que là, j'ai envie de vous répondre spontanément, même si vous avez l'impression qu'elle n'est plus trop d'actualité. Pourquoi être amené à convaincre sur un sujet que vous ne maîtrisez pas ? C'est pas juste
pour faire un pied de nez en vous répondant par une question, mais c'est une question, une réponse qui me permet de vous amener aussi à réfléchir. Dire, parce que ça peut être une peur, et si un jour je dois convaincre quelque chose que je ne maîtrise pas, ça peut être une peur. On a tous des peurs, hein. Donc on est légitime d'avoir des craintes, mais là, à ce moment-là, on a un dialogue interne, mais est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est possible qu'un jour, je sois amené à convaincre avec quelque chose que je ne maîtrise pas? Déjà, pourquoi, dans quel contexte ça pourrait arriver, ça? Je ne sais pas, je comprends pas. Je suis pas sûre que ça suit. À ce moment-là, si c'est le cas, vous êtes la personne qui fait ça, c'est un charlatan. Je dis pas que c'est vous, hein, mais si quelqu'un doit convaincre, par contre ça on en voit beaucoup sur le digital aujourd'hui, oui vous allez voir, grâce à ma méthode, vous allez avoir plein de clients, ça va être extraordinaire, merveilleux. Mais alors pourquoi tu es là? C'est vraiment que par altruisme que tu es là et que tu distilles tes conseils, tu crois vraiment? Bon, c'est des petits pieds de nez. Donc... Non mais c'est l'apanage des dictateurs en fait, c'est d'en convaincre sur du mensonge. Ah mais le dictateur est convaincu, attention, le dictateur est convaincu de ce qu'il dit. C'est bien ça le drame. Le dictateur est convaincu de ce qu'il dit. Il est juste... La personnalité des dictateurs, c'est ce qu'on appelle les accusateurs. Donc ils ont une vision du monde où ils sont convaincus qu'ils détiennent la vérité et le reste du monde a besoin d'eux pour qu'eux distillent la vérité. Ça, c'est la structure de pensée et la vision du monde d'un dictateur. Donc eux, ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. C'est ça qui est terrible. Parce que là, n'oublions pas, là de notre fenêtre, des fois, et je le dis souvent, on croit que les manipulateurs, c'est tous des stratégies volontaires. Mais la plupart des manipulateurs ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la manipulation. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Ils sont convaincus qu'ils sont dans le juste. C'est pour ça qu'en face, si on n'est pas équipé de certains discernements pour faire la part des choses, on peut être embarqué dans des considérations complètement dingues. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Non, mais c'est très bien. Tout au long de cet échange, j'ai compris que voilà, cette question n'avait pas vraiment de sens. Mais c'est très bien de l'avoir posée, parce que l'idée justement... Toutes les questions ont un intérêt. Et oui, et surtout c'est intéressant d'ailleurs, on aurait dû poser toutes les questions au début, et à la fin les reprendre et dire, est-ce que c'est toujours valable selon vous, vos questions? Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'Assemblée? Oui? Oui? Non, mais allez-y. Dans le cadre professionnel, on est parfois amené à devoir convaincre des collaborateurs, des partenaires, Oui. sans soi-même être convaincu. Ah, ça, oui. Ça, là, malheureusement, ça arrive souvent parce que, par exemple, on doit faire passer une directive décidée par la direction, par exemple. Et nous-mêmes, ça je l'entends souvent. Et nous-mêmes, on n'est pas forcément en accord avec ça, en termes de valeur, en termes d'utilité, en termes de... Ben justement, j'aborde ce genre de réponse dans le chapitre convaincre la vie professionnelle, où je parle beaucoup de management, où d'assertivité. exactement. Alors là, il y a une vraie réflexion à avoir avec soi-même d'abord, de ne pas se précipiter pour transmettre la parole de la direction comme si c'était la parole divine, mais se dire, ok, déjà, moi, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Faire un petit temps. Qu'est-ce que c'est qui? Parce que ce manager, ce directeur, ou je ne sais pas qui, il n'est pas crédible, parce que dès qu'il décide quelque chose, c'est que dans la gestion, il n'est pas du tout dans le management, par exemple, ou au contraire, il n'est pas du tout réaliste. Voilà, je ne sais pas, il y a plein de raisons possibles. Donc avant de transmettre à notre équipe, il est important que nous, on fasse le point en disant, mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette direction? La direction de la direction, sans mauvais jeu de mots. Parce que la direction est censée montrer la direction. Et parfois, on peut ne pas être d'accord. Donc, dites-vous bien aussi que les dirigeants ont besoin, parce que moi je suis plutôt spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants justement, et des top managers. Ils ont aussi besoin que les managers de proximité ou les chefs d'équipe leur fassent remonter leur point de vue. Parce que, et là j'en parle des fois, on croit que, et ça c'est le biais d'autorité, le biais d'autorité nous amène à dire « Oh, c'est le chef, donc il faut que je l'exécute. Il faut que je mette la rate au courbouillon, soit que j'atteigne mes objectifs qui ne sont absolument pas réalistes, soit
que je fasse passer cette nouvelle réforme à l'équipe alors qu'on sait qu'on va au chaos. Enfin, bref, c'est pas parce que c'est la direction qui a raison, ou c'est pas pour ça que vous devez le contredire, mais surtout c'est pas parce que c'est votre supérieur que vous devez vous soumettre à son point de vue. Vous pouvez aussi communiquer avec lui en lui demandant, et ça c'est très, la nouvelle génération le fait très bien, le pourquoi. Les nouvelles générations, elles sont sans arrêt à dire mais pourquoi? C'est pas que les enfants, ils disent mais pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de sens. Les nouvelles générations, elles restent pas longtemps dans les entreprises qui justement ne donnent pas le sens. Les générations d'avant, dont la nôtre, on a à peu près, vous êtes plus jeune que moi, mais on a à peu près la même, on est capable de se plier en 18 parce que, oulala, il faut que je montre que je suis à la hauteur, il faut que je montre que je suis professionnel, il faut que je montre que je suis capable, il faut que... Ça, à un moment donné, il faut aussi aplanir tout ça. Et avoir une discussion avec notre propre manager et dire mais je ne me sens pas à l'aise, carrément, quitte à lui dire mais je ne me sens pas à l'aise avec la communication de cette information. J'arrive pas à mettre du sens, j'arrive pas à trouver les arguments. Et je pense que vous vous montrerez justement professionnel en faisant ça, honnête et authentique. Plutôt que de vous mettre à la rate au courbouillon et de transmettre à votre équipe quelque chose qui justement risque d'être dissonant parce que ça n'a pas de sens pour vous. Et je terminerai juste, si vous me permettez, en précisant, il y a juste quelque chose qu'il faut être qui est compliqué quand on est manager, c'est qu'on est souvent le jambon du sandwich. C'est-à-dire qu'on est pris entre la direction et les collaborateurs. Et donc il est important de nous trouver toujours le juste équilibre, ne pas être trop près de notre équipe, trop proche de notre équipe, parce qu'évidemment c'est plus confortable, on fait copain-copain et c'est plus confortable de manager comme ça, mais on s'éloigne de la direction. Et donc on peut s'éloigner aussi de notre propre intérêt à travailler avec la direction, parce que dites-vous bien que quand on est manager, pour les collaborateurs, on fait partie de la direction. Mais ça, beaucoup de managers ou de chefs d'équipe ne s'en aperçoivent pas. Et donc il est important de trouver le juste équilibre, ne pas non plus être toujours lèche-botte avec la direction et s'éloigner de l'équipe, parce que de la même manière, c'est pas forcément bon non plus. Et c'est intéressant de toujours considérer, non pas être dans le global, mais toujours considérer chaque situation, et c'est là que c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est vivant, chaque situation comme étant différente. Et on peut être très à l'aise à des moments avec l'équipe et avec la direction, et d'autres avoir tendance à être plus confortable à me rapprocher de l'équipe parce que c'est plus facile, ou d'autres moments d'aller plus avec la direction parce que c'est plus facile. Mais l'important d'être souple aussi là-dedans, d'être ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité, c'est pas pour rien si on l'appelle comme ça, vous voyez, d'avoir cette possibilité de communiquer déjà, avec en haut ou avec en bas, sur ce qui est facile, pas facile pour soi. Mais je crois qu'à partir du moment où on est authentique, on dormira beaucoup mieux. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Ma réponse vous convient? Oui, moi je pense que oui, quand on a, voilà, si on n'est pas soi-même à un moment donné, si on ne partage pas ce qu'on a à communiquer, à véhiculer, c'est compliqué, c'est un exercice. Oui. C'est pour ça que c'est important aussi de le verbaliser à ceux qui nous... N+1 par exemple, ou N+2, ça dépend de qu'est-ce qui nous... Voilà. Parce qu'on se montre aussi professionnel, contrairement à ce qu'on peut penser, justement en étant comme ça, on est actif et acteur. Merci. Alors moi j'avais plusieurs questions, mais je vais en retenir qu'une. Quand tu as parlé de la définition de convaincre, vaincre avec, oui. J'ai bien aimé, et ça m'a fait penser à négociation. Oui. Pour moi, la négociation, c'est obtenir des bénéfices réciproques. Oui. Donc c'est du win-win en fait dans les deux cas. Il y a un chapitre là-dessus d'ailleurs. Tu parlais aussi de l'intention, c'est très important. Je pense qu'il y a aussi l'envie. Il faut avoir le plaisir et l'envie de transmettre en fait, et ça peut surpasser ces peurs éventuelles. Tout à fait. Alors ma question, mais tu la connais parce qu'on en avait déjà parlé, c'est qu'en est-il de négocier et de convaincre à travers les écrans? Je pense principalement à travers les vidéos, les Teams et compagnie, quoi. Oui. Parce que comme tu as parlé d'intraverbal, oui. Il y a le paraverbal, oui. il y a le non-verbal, oui. et la difficulté aujourd'hui, c'est comment garder tous les tics dont tu as parlé, oui. quand ça passe dans un écran comme ça, voire un écran comme ça du téléphone, quoi. Oui. Alors, merci pour cette question, Olivier. On se connaît par ailleurs, vous l'aurez compris. Alors, justement, j'ai développé une spécialité qui s'appelle convaincre à travers l'écran, que je n'ai pas développée dans ce livre parce qu'il me semble que ça consacre un sujet à part entière. Et
ce qui va être important, encore une fois, selon moi, hein, c'est d'anticiper et à la fois de ne pas se diminuer. Je m'explique. Structurellement, premièrement, d'anticiper, c'est-à-dire quelle technique, là pour le coup, dans ces cas-là, on est très tributaire de la technique. Qu'est-ce que les gens vont me regarder à travers un ordinateur, à travers un téléphone, à travers des éventuellement. Donc, et en fonction de ça, tout le monde va être assis. Et personnellement, quand je fais des webinaires ou des vidéos, je suis toujours debout. Je m'organise pour être debout avec mon ordi sur un manche debout pour que la caméra de mon ordi soit comme si la personne était debout en face de moi. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait que j'aime bien bouger, ma transmission, ma dynamique est déjà beaucoup plus éloquente que si je suis assise et que je ne me rends pas compte que je me fige moi-même parce que je suis dans un écran qui me fige. Là aussi, c'est un autre biais cognitif. Ça touche un peu le pied de la confirmation, mais pour l'exemple différent que je donnais tout à l'heure, on est un peu... Non, ça va ? On a 4 minutes. Ok. Et donc l'idée c'est ça, c'est comment moi-même, en tant qu'orateur à travers l'écran, je vais trouver mon aise. Bon, déjà si je ne suis pas à l'aise en public en vrai, vous comprenez que du coup je me sens moins à l'aise non plus, ça décuple encore, mais admettons. Je me dis ça, c'est comment je peux trouver mon aisance de la même manière que si ces gens étaient en face de moi et que la technique finalement elle me serve au lieu de me desservir. Voilà, et que on s'est rendu compte, pour l'avoir moi-même subi, que parfois il y a écrit en gros les slides, ils sont énormes sur l'écran, et nous on est comme un petit timbre dans un tout petit coin là. Donc ça dépend. Le sujet, il serait judicieux d'éviter de faire ce truc-là. Sauf si vous ne faites que lire ce qui est écrit. Mais si vous devez juste mettre un slide avec une phrase, ce que je vous conseille, hein, et puis parce que c'est pas un prompteur un slide, l'idée c'est de donner vie au truc, inverser dans l'absolu, ou alors envoyer en amont le slide, les supports à tout le monde pour qu'ils les aient eux et qu'ils vous voient en plein écran. Ça c'est des choses que je conseille. Parce que sinon, on peut être le meilleur orateur du monde, mais quand on est réduit sur 2 cm de diamètre, là, en fait, c'est très difficile d'aller chercher les gens. Quand ils voient juste une phrase sur un slide, ça passe, c'est hyper long. Donc, inversons la dynamique. Pourquoi pas leur envoyer en amont le support visuel pour que nous, en fait, on puisse apparaître en plein écran. Par exemple, il y aura plein de choses, mais là, on peut préparer le temps. Est-ce que ça vous convient, très cher, ma réponse ? Merci beaucoup. Il y aurait une dernière question. Le monsieur qui vient de nous rejoindre est peut-être venu pour poser sa question. Est-ce que vous savez de quoi on parle ? Non, au contraire, vous m'avez convaincu, je suis Ah accroché Ah ben, par la relation. ah ben formidable, formidable. Eh ben, là, on Oui, oui. Alors, est-ce que dans le livre, tu abordes un conseil pour les chercheurs d'emploi ? Parce qu'on a beau être aligné, se connaître, savoir quel job on vient décrocher, comment on va pouvoir convaincre Alors, je ne donne pas de spécifiquement pour les recherches d'emploi, mais je donne des conseils pour les entretiens de manière générale, pour les échanges de manière générale, comment valoriser justement quelque part. Là, ça touche le fait de convaincre avec le fait de valoriser qui on est. Il ne faut pas se survendre, parce qu'à un moment donné aussi, ça se voit gros comme milieu de la figure. C'est du mensonge. Oui, mais ça dépend aussi le regard qu'on a sur soi. Vous voyez, il y a des gens qui ont une très haute estime d'eux-mêmes. Donc ils gonflent un peu la réalité, ils ne se rendent pas compte que c'est du mensonge. Des fois ça se voit comme une maison, mais le gamin il a 25 ans, il a déjà fait 25 ans d'expérience. Bon, j'exagère, mais... Donc l'idée c'est surtout, ce qu'on rencontre souvent, c'est des personnes au contraire qui ne se sentent pas légitimes ou qui se sentent pas, ils n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes, etc. Donc c'est surtout ça, et on se met systématiquement en position basse. Et ça c'est problématique parce que selon le poste pour lequel on postule,
si on se met systématiquement en position basse alors que on va par exemple devenir manager ou être manager opérationnel ou stratégique, on n'est pas crédible. Déjà, rien que là. Donc c'est une histoire de posture. Comment je me tiens? Est-ce que j'ose regarder les gens qui sont en face de moi ou pas? Évidemment, les regarder, c'est pas les regarder figés, fixés comme ça, mais c'est les regarder de manière souple et agile, encore une fois. Hein. Et d'être dans la... Encore une fois, hein, je reviens à la congruence et l'authenticité, en fait, et la vérité. Dire, dans ce poste, j'ai pointé ça et ça, je maîtrise, je sais faire, j'ai une expérience, comme vous avez vu sur le CV. En revanche, sur cet aspect-là, je n'ai pas encore de connaissances, mais j'apprends vite. Par exemple. Le but, c'est de valoriser pourquoi on s'est donné la peine aussi d'arriver jusque-là quand même. Puis après, il y a des entreprises où il y a plusieurs degrés d'entretien. À chaque fois, c'est de plus en plus ciblé, avec des personnes de la direction de plus en plus importantes aussi. Et donc l'idée, c'est toujours rester le plus possible dans une réalité, et surtout, tu parlais d'envie tout à l'heure, c'était un terme intéressant, dire pourquoi vous? Parce qu'aujourd'hui, pareil, il y a 20 ans, on était capable de dire « Ah, mais merci de m'avoir embauché, je suis prête à travailler gratuitement, je suis tellement heureuse de travailler pour vous. » Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, dans un entretien, c'est du gagnant-gagnant, si je puis dire, c'est-à-dire que le candidat, a fortiori si c'est la génération Z ou Alpha qui est en train d'arriver sur le terrain, sur le marché du travail, on a besoin aussi, l'entreprise a besoin aussi de se montrer sexy. C'est pas que dans un sens, c'est pas que le candidat. Donc ça aussi, il faut sortir de cette vision que c'est à moi de montrer que je suis à la hauteur, le machin. Non, c'est les deux. Est-ce que l'entreprise se montre séduisante? Vous comprenez ce que je veux dire avec ce terme, hein? Est-ce qu'elle donne envie aux candidats de postuler? Quel est le style de management justement qui y est appliqué? Quelle est la culture d'entreprise, etc. Vous voyez? On va être ensemble. Exactement. Quelle conclusion? Merci. Eh bien oui, nous allons conclure. Donc je voudrais vous remercier, Corinne, merci à vous d'être venue jusqu'à nous pour cet ouvrage. Merci à vous, Elisabeth. Et chacun et chacune d'entre vous d'être restés pour nous écouter. Oui, merci à vous. Et puis en conclusion, il y a vraiment quelque chose que je voudrais extraire de la vôtre, parce que ça m'a bien intéressée. Vous dites que convaincre, c'est avant tout éveiller l'esprit, questionner et ouvrir de nouvelles perspectives. Et l'ensemble de l'ouvrage appelle à un questionnement. Donc j'espère que nous vous avons convaincus d'aller y jeter un coup d'œil. Et ouvert des perspectives de possibles. Voilà. Donc là, si vous le voulez bien, on va se diriger vers la table pour une séance de dédicace. Eh bien, avec plaisir. Merci de votre écoute. Et bonne soirée.